Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réagir à Emmanuel Todd. Pour ceux qui ne connaissent pas, Emmanuel Todd est une référence. Pourquoi? Parce qu'il fait des analyses en vidéo, il a aussi écrit des bouquins si je ne dis pas de bêtises. Alors pourquoi moi je le connais? Je le connais parce que, vous le savez bien, j'écoute beaucoup Alain Soral et Alain Soral il parle beaucoup de Todd. Notamment Todd a théorisé ce qu'il appelle le catholicisme zombie. Il parle justement un petit peu du déclin en Occident, enfin, du déclin de l'Occident et du déclin notamment de la religion en Occident. C'est une forme de, en fait, c'est une sorte de sociologue très contemporain. Voilà. Et c'est pour ça que Soral le prend au sérieux, parce qu'il prend au sérieux très peu de personnes. Enfin, il aime bien écouter un petit peu de tout Soral, mais pour qu'il vous cite dans une vidéo ou dans un live ou quoi, c'est que vous êtes quand même une référence. Donc voilà, Todd, c'est comme quelqu'un d'assez sérieux. Et donc là, il va nous parler justement du conflit israélo-iranien dans une vidéo dans laquelle il est interviewé. Et figurez-vous que pour Emmanuel Todd, les USA et Israël sont plus dangereux que l'Iran. Ce qui est assez étrange puisque dans le narratif médiatique mainstream, courant, pour ne pas dire d'anglicisme, on est quand même plutôt sur l'Iran c'est le danger, c'est l'islamisme, c'est le djihadisme, c'est le salafisme, c'est les femmes voilées, c'est une menace pour l'Occident, la Russie c'est pareil, la Chine c'est pareil, la Corée du Nord c'est pareil, etc. Et finalement, quand on se penche du côté des penseurs un petit peu marginaux, un peu moins relayés, en tout cas ceux qui ne passent pas à la télé, tous sont d'accord pour dire le contraire. Effectivement, on voit que dans des pays comme, bon, peut-être pas la Corée du Nord, mais dans des pays comme la Russie, la Chine ou d'autres, même s'il y a une société de surveillance, même si eh bien, le peuple est quand même relativement libre. Alors, vous n'êtes pas libre de tout, ça c'est sûr. Hein. Ils imposent d'une certaine manière une forme d'autoritarisme. Je n'irais pas jusqu'à dire une dictature, mais un autoritarisme sain qui permet de diriger la population vers l'industrialisation, la production réelle, pas celle du tertiaire, celle qui justement fait qu'aujourd'hui Moscou et Pékin deviennent les villes de demain. Et à côté, le pays où vous avez la liberté d'expression, les droits de l'homme, la liberté de tout faire, sauf celle de vous exprimer complètement, bien évidemment, sauf celle de parler de certaines périodes de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, eh bien, on peut par exemple prendre Paris, Berlin, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je ne sais pas moi, Barcelone, Madrid, euh, ou d'autres petites villes européennes même, hein, pas forcément des capitales. Hein. Eh bien, ces villes-là tombent dans une décadence. Auparavant, ces villes qu'on pouvait considérer comme les villes des Lumières, notamment Paris pour ses penseurs, ses philosophes, aujourd'hui est en déclin total. C'est vrai qu'on est passé quand même on est passé de philosophes et de penseurs quand même solides, hein, qui théorisent des choses qui aujourd'hui régissent notre manière de fonctionner. On est passé de ça à Finkielkraut, BHL et Michel Onfray. Michel Onfray qui te dit quand même que le Hamas c'est pas bien. Hein, voilà. Israël c'est bien. Voilà. Bref, bon là je caricature évidemment, je caricature complètement, mais c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui on est vraiment tombé bien bas et que finalement les villes et les pays qu'on nous cite comme des horribles dictatures autoritaires finalement deviennent les capitales et les villes de demain et les pays de demain. Donc on va écouter d'ailleurs pourquoi Todd dit que les USA et Israël sont plus dangereux que l'Iran. Et d'ailleurs on va commencer avec une petite réaction à la vidéo dans laquelle il démarre fort, puisqu'il démarre en parlant du génocide à Gaza. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Voilà, voilà. Avant de commencer, comme d'habitude, vous le savez, un petit pouce bleu, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, c'est complètement gratuit. Ça vous prend 2 secondes à faire, vous cliquez sur le petit pouce bleu. À vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, si vous voulez d'autres actualités, si vous aimez bien ma manière d'être, si vous aimez bien la manière dont je traite l'actualité, ou si vous aimez simplement les sujets que je traite. Peut-être que vous ne m'aimez pas moi, mais vous aimez bien les sujets que je traite. Donc ça ne vous empêche pas de vous abonner et de mettre la cloche pour être au courant de toutes les actualités. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vous pouvez noter mon beau maillot. Voilà. Bref, on commence, c'est parti. Il y a un génocide en cours à Gaza. Euh, il y a la montée simultanée je dirais, de violence, de mensonges. En fait, ce que je sens, je ne suis pas croyant, je ne suis pas religieux, mais ce que je sens, c'est la montée de quelque chose qu'on appelle le mal, en fait, en termes religieux. Evil, en anglais. Je ne sais pas pourquoi ça passe mieux pour moi en anglais. Evil. Evil, Mhm. que le mal en français. Il y a vraiment quelque chose à contrôler, en fait. Alors, peut-être là, la façon dont je vais le contrôler au début, c'est en précisant, je dirais, ce que je pense
sur le plan moral. Parce qu'ensuite, sans ça, je risque d'apparaître comme indifférent et cruel, d'une certaine manière. Oui, il y a Parce besoin qu'il y aussi a, il y a des d'avoir. gens qui meurent, il y a une injustice qui se développe, il y a le mal qui se développe. Donc je vais dire tout de suite que je considère ce qui se passe à Gaza comme une abomination. Et l'abomination n'est pas simplement une abomination israélienne, c'est aussi une abomination, et je dirais encore plus une abomination américaine, et c'est notre abomination, parce que dans le mal, il n'y a pas que la violence, l'expression de la force, la volonté de meurtre. Dans le mal, il y a aussi la lâcheté. Et ça, la lâcheté, ça c'est pour nous, Européens, Français. C'est intéressant Donc ça. si j'ai honte, je pensais, pour mon dernier truc du blog Substack, j'avais republié un truc sur mon rapport en tant que d'origine juive à ce qui se passait à Gaza, en fait, en Israël, à ce que devenait Israël, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Et je suis réveillé ce matin en me disant, mais ça, c'est pas ça du tout, je suis complètement à côté de la plaque. Je n'ai pas à avoir honte en tant que d'origine juive, j'ai à avoir honte en tant que Français. Et c'est la seule chose que je suis, un Merci. homme en général et un Français. Voilà. J'ai dit ce que je pensais sur le plan moral, et maintenant, je vais devenir un historien de l'école des annales, avec cette difficulté supplémentaire, quand même technique, on a très peu d'informations. C'est-à-dire, on a du spectaculaire, on a de la violence militaire, on voit des dirigeants iraniens qui se font abattre comme dans un tir à la pipe. Hein. Alors oui. Alors, par ailleurs, les fameux dirigeants iraniens qui se seraient fait apparemment tuer, il y en a beaucoup en fait qui ne sont pas morts. Hein. C'est du mensonge israélien purement. D'ailleurs, il y en a un qui s'est rendu récemment en Chine et qui avait été déclaré mort par l'État hébreu. Donc c'est quand même marrant de voir que les mecs sont dans un mensonge perpétuel. Bon, après, ça peut être une erreur de leur part, certes, mais comme ils ne sont pas revenus dessus en expliquant que c'était un mensonge, enfin une erreur, c'est donc bien un mensonge. On voit des bombardements américains dont on ne connaît pas encore les faits réels. On voit des systèmes d'information qui se ferment, que ce soit en Israël ou en Iran. Donc on réfléchit avec de moins en moins de faits. Bien sûr. Et surtout les faits essentiels qui sont les quantités de missiles disponibles pour les Israéliens et pour les Iraniens, on ne les connaît pas. Donc c'est quand même un sujet difficile. Donc je prie les gens qui vont avoir la patience de nous écouter d'être indulgents. Je vais me mettre dans l'état d'esprit plutôt du séminaire, de la personne qui apporte des données pour réfléchir sur un mode spéculatif. Sans doute, il y aura des choses, je ne décrirai pas ça directement dans un livre ou même un article. Ce sont d'efforts avec un élément de prise de risque. Donc je vais commettre des erreurs au regard de l'histoire, ça c'est sûr. Mais, et puis je n'ai pas quand même la facilité ou le confort je dirais, des journalistes du Monde, de France Inter ou de LCI, qui eux ont l'option de raconter n'importe quoi tous les jours de façon Pas différente. forcément beaucoup de Moi je suis scrupules. historien, donc l'enjeu est plus dur. Voilà, j'espère avoir répondu sur le plan méthodologique, en partie. D'accord. Pour vous, en fait, vous parlez souvent du rasoir de Cam, en fait, Ouais. le fait que ce soit probablement l'explication la plus simple qui se Ouais. rapproche, qui a le plus de chances de se rapprocher de la vérité. Est-ce que vous voyez un lien entre cette nouvelle crise et la défaite, Ouais. votre thèse dans la défaite Ouais. de l'Occident, la défaite Oui, américaine absolument. face à l'Ukraine, est-ce que vous voyez un Oui. lien entre les deux? Est-ce que vous voulez en parler? Absolument. En fait, pour moi, le problème, ça va être d'essayer d'insérer les événements les plus récents dans le modèle général que je développe, qui est le modèle de la défaite de l'Occident. Mais je voudrais quand même rappeler, hein, j'ai noté, hein, j'ai pris Wikipédia, je leur pardonne ma fiche Wikipédia qui est diffamatoire, mais là, Occam ne craint rien. Hein. Le Moyen-Âge
n'est pas tellement atteint par le principe de complexité, si on peut dire, le contraire, va être appliqué au comportement de Trump. Hein, donc Trump, Alors, Trump. il arrive, il veut la paix, il commence à négocier avec l'Iran, et puis il change d'avis, voilà. Et puis Israël, le principe de complexité appliqué à Israël, ça va être, alors là, les journalistes atteignent des contorsions et des politiques, des contorsions incroyables. Israël, non seulement censé forcer la main à Trump, donc nous avons un pays de 9-10 millions d'habitants avec 7 millions de juifs qui agitent un pays de 340 millions d'habitants. Hein. Donc vous voyez, c'est la pomme de Newton attire la Terre dans ce modèle. Hein. C'est vraiment très particulier. Donc, je sais qu'on peut donner une définition symétrique du principe de la gravitation universelle, mais ça n'a pas de sens là. Et donc on a, comment dire, cet Israël qui non seulement serait censé activer les États-Unis, mais en plus un Israël qui est double, qui est à la fois bon et mauvais. Donc, A, Gaza, pas bon. A, attaque sur l'Iran, rendre service à l'humanité en nous débarrassant du programme nucléaire iranien, ou en tentant de le faire. Non, je veux dire, il y a un Israël, et un Israël qui n'est pas un pays qui active les États-Unis, mais des États-Unis qui sont à la manœuvre tout le temps et qui utilisent ce que j'appellerais, je sais pas, leur satellite, proxy. Leur proxy, oui, généralement c'est l'Iran qu'on accuse d'utiliser ces proxys. En fait, les gros proxys, c'est alors le proxy ukrainien, c'est un premier proxy, donc là-bas, la guerre est perdue et on va voir pendant l'été que c'est encore plus perdu que tout ce qu'on imagine. Et puis il y a Israël. Alors, c'est un peu plus compliqué avec Israël parce que Israël est dans la situation, ça aussi, il faudra qu'on en parle, d'une société qui est devenue guerrière à tout instant et, comment dire, qui est il faut se représenter. Je ne peux pas m'empêcher de me représenter une sorte de molosse avec des dents, etc., avec une chaîne qui est prêt à tout moment à attaquer et puis qu'on lâche de temps en temps. Et là, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont lâché Israël, en fait, et dès le début de je dirais, de l'offensive contre l'Iran et sans aucune ambiguïté. Voilà, donc j'avance, j'essaie d'aller vers un modèle simple, avec un acteur central unique, les États-Unis, et Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu une attitude très erratique, un peu pas forcément très cohérente des États-Unis, de Trump, qui avait été élu sur un programme complètement différent, le MAGA. avec le soutien de beaucoup de gens Bien opposés sûr. à la guerre, et Ouais. qui a un peu retourné sa veste, on a l'impression. Tout à fait. alors ça existe. C'est vrai que le mouvement MAGA est a priori opposé à l'idée de guerre étrangère, mais en ce qui concerne l'attitude de Trump lui-même, au regard des faits et non plus de ce qui est dit, j'ai l'impression absolument inverse d'un projet qui était là depuis le départ. Et en fait, j'avais été, quand Trump est arrivé au pouvoir, et quand il a commencé à faire ses premiers bruits de négociations avec les Iraniens, ça avait été, je me souviens, là j'avais un bon instinct quand même. Là, rétrospectivement, je suis Oui, fier. c'est lui qui avait sorti les États-Unis de l'accord. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il avait, en arrivant pour son deuxième mandat, il avait une posture conciliante avec l'Iran. Et je me disais, c'est hyper bizarre compte tenu de son premier tout ce qu'il mandat. avait fait avant. Parce que Trump, c'est le type qui était sorti du traité de 2015, là, En censé 2018. en 2018,
c'est le type qui avait mis l'ambassade, si je ne me Oui, trompe oui, oui. pas, des États-Unis à Jérusalem. Jérusalem. Mhm. Donc, il y Qui a avait, fait assassiner Soleimani. par exemple, bah, vous voyez, on peut en rajouter, et puis qui était entouré au milieu de gens dont on peut suivre la continuité de l'action. Par exemple, Pete Hegseth, le ministre de la Défense, on dirait ça en français, Mhm. personnage. Je sais que les gens, enfin, je trouve honnêtement, quand je parle de l'apparition du mal dans l'histoire, là, je pense à Trump se félicitant de bombardements réussis avec sa casquette rouge. Make America Great Again. Je me dis, mais Alors, on va s'arrêter là parce qu'après, il commence à partir sur d'autres sujets d'ailleurs qu'on a déjà évoqués. Mais ça, c'est très important, effectivement, le fait de montrer que Trump, effectivement, a trahi le MAGA, le Make America Great Again, sur lequel il s'est fait élire. C'était celle justement de s'opposer à toute guerre. Ce qu'il n'a pas fait. Et quelque chose de très intéressant que dit Todd, il dit que d'une certaine manière, les États-Unis et donc Trump ont, d'une certaine manière, comme il dit, qu'un molosse qui montre ses dents, ont lâché le chien, ont lâché le molosse, et donc évidemment il parle donc métaphoriquement de Israël. Ils ont lâché Israël qui du coup s'est lâché justement en bombardant les sites nucléaires iraniens. Et la plus grosse information, c'est que l'attaque israélienne sur les sites nucléaires iraniens était prévue depuis plus de 8 mois à l'avance. J'ai quand même du mal à croire que Trump n'a pas été mis au courant avant. Et quand bien même il aurait été mis au courant, la théorie de certains, notamment d'Asselineau, ce serait en fait que Trump aurait été mis au courant peut-être 1 ou 2 heures avant les bombardements, ce qui fait qu'en fait il n'aurait pas pu, il n'a pas eu son mot à dire. Et ce qui explique cette théorie, c'est parce que Poutine n'a pas affiché le moindre soutien à l'Iran, alors qu'il est quand même un très bon partenaire commercial et militaire. Donc là, on peut se dire qu'effectivement, Poutine a peut-être appris que Trump n'avait pas donné son accord à Israël, et donc Poutine n'a tout simplement pas décidé de s'enrôler dans une guerre ou de s'enrôler dans un conflit, puisqu'il voyait ça de manière... Mais moi, j'y vois ça d'une autre manière. Je pense que Poutine est très malin. Il s'est dit, si les États-Unis s'impliquent dans le conflit israélo-iranien, de mon côté, pour l'Ukraine, ça va être du gâteau. Puisque déjà l'Ukraine, c'est gagné, globalement. Du côté russe, c'est gagné. Mais surtout que si les Américains doivent retirer des troupes en Ukraine ou doivent retirer de l'investissement, du matériel, etc. en Ukraine pour le déplacer en Israël et en Iran, notamment avec leur base militaire américaine tout au milieu des pays de l'Orient, etc., ça va évidemment affaiblir l'Ukraine d'une certaine manière. Et donc, accélérer l'avancement et la victoire poutiniste, poutinienne, russe. Voilà. Donc moi, c'est ma théorie. Hein. J'en avais parlé avec Chevrier, il avait dit que c'était complètement plausible. Donc effectivement, on sent que la géopolitique, c'est pas qu'un jeu. Parce que là, je vois déjà les gamins là, qui disent ah, truc machin, regardez, Trump, il a donné son aval pour les bombardements israéliens. Donc en fait, Trump, c'est insoumis depuis le début. C'est pas insoumis depuis le début, les gars. Il faut comprendre. Excusez-moi si je baille, excusez-moi. On est en fin de journée, je suis un peu fatigué. Pardonnez-moi. Il faut comprendre que Trump, et comme tout homme politique, vous avez des. La géopolitique, c'est comme les échecs. Quand vous allez faire une action, vous allez dire une chose, elle va avoir des répercussions. Donc avant même de prononcer quelque chose, avant même d'agir, il faut se dire ce que je vais dire ou ce que je vais faire va avoir des répercussions. Si je dis ça, les Russes vont réagir comme ça. Mais si les Russes réagissent comme ça, il y a de grandes chances qu'ils pensent que truc machin, ou si je dis ça, ou si je fais ça, les Israéliens vont faire ça, les Chinois vont me dire ça, les Brésiliens vont m'appeler, etc., etc. Il faut penser à tout ça. Et puis aussi, il y a aussi les ministres à écouter, l'administration pour les États-Unis, l'administration en France, ça va être plus le ministère, etc. Donc, il y a plein de choses. Et en fait, la géopolitique, c'est pas juste les petits soldats, quoi. Et c'est ça que comprennent pas les types de la fausse dissidence, là, qui te disent ah bah ça y est, truc, machin. Donc lui, il a fait ça, donc ça veut dire qu'il s'est un traître depuis le début. Lui, il a salué un mec de confession juive il y a 25 ans, donc ça veut dire qu'en fait, c'est un infiltré depuis le début, truc, machin. Faut arrêter, les mecs. Vous ne faites pas de la géopolitique, je suis désolé. Vous faites de la géopolitique de comptoir sur Internet. C'est pas ça, la géopolitique. Moi, je ne dis pas que je fais de la géopolitique. Moi, je fais de la petite analyse dans ma chambre. Ben voilà, c'est tout. Mais je reste humble et j'analyse tout avec recul et froideur. Et je pense que c'est le mieux à faire. Il faut arrêter de se prendre pour... absolument pas. Bref,
Donc c'est tout pour cette vidéo. Bravo Emmanuel Todd, c'est la première fois qu'on réagit à Emmanuel Todd et ce ne sera pas la dernière parce que j'ai bien aimé ce qu'il a dit. On n'a pas pu tout écouter malheureusement, je vous incite à voir son émission, mais très très intéressant. Voilà, voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, rendez-vous dans quelques heures ou dans une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout, surtout sur mes ennemis.